parle de nouveau politique, on parle de nouveau élections législatives partielles dans la 2e circonscription. Cette fois-ci, on a un nouveau candidat et sa suppléante, c'est dans Cosemont-Rainonnet. Alors, bonsoir Geneviève Payette, suppléante. Honneur aux dames, bonsoir. Et bonsoir également à Charles Mauillac, le candidat. Bonsoir. Alors, la question, je vous l'ai prévenu, je vous ai dit, alors, qui est Geneviève Payette et qui est Charles Mauillac? Geneviève Payette, donc, c'est une responsable associative après avoir fait une carrière hospitalière. Et je suis candidate suppléante de Charles Mauillac parce que je suis engagée à Europe Écologie Les Verts depuis plus d'une dizaine d'années et déjà conseillère fédérale depuis un certain temps et bien sûr très engagée dans ce que je fais. Charles Mauillac. Alors Charles Mauillac, j'ai 48 ans, infirmier de profession, donc je travaille dans un collège en REP+. Et donc à Europe Écologie Les Verts aussi depuis 2010. Donc j'ai porté les combats de l'écologie dans de nombreuses élections déjà, sous l'égide donc d'Europe Écologie Les Verts. Et naturellement donc je me présente donc cette année engagé pour l'écologie, engagé pour la Réunion, engagé pour sortir notre petit pays d'Anne-Malisée ou Saïdé quoi. Alors, la question, je me suis entretenu avec vous avant cette émission et je vous ai demandé, l'Europe Écologie Les Verts n'est plus avec Huguette Bello à Saint-Paul ou c'est une élection à part? Alors, c'est une élection complètement à part. Europe Écologie Les Verts est un parti politique national d'envergure qui a eu de très beaux résultats aux dernières élections. Et il y a tous les autres partis autour, dont le PLR, mais pas seulement, avec qui on est en partenariat sur certaines élections des fois. Comme les municipales. Comme les municipales. D'ailleurs, on a 3 Verts qui sont élus à Saint-Paul. Mais pour certaines autres élections, nous tenons à être présents en autonomie parce que nous avons des projets propres, des projets bien particuliers à porter et à défendre et parce que nous estimons avoir une singularité, une voix particulière de l'écologie et du social. Sur cette élection, sur cette élection législative, qu'est-ce qui vous motive à aller, à être présent? Qu'est-ce que vous portez comme message? Je pense que déjà par rapport à ce que Charles vient de dire, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a notre responsabilité qui est engagée. On doit jouer notre rôle véritablement dans ce scrutin. Et à la limite, c'est si nous n'étions pas partis qu'on aurait de quoi s'étonner. Alors c'est sûr que on a à l'heure actuelle une visibilité enfin au niveau de nos partis et puis de notre pays, mais en même temps, ce qui nous porte dans ce scrutin, c'est le souhait véritablement de faire de l'écologie, enfin, pas seulement un message de surface, mais vraiment un message ancré dans du dur, ancré dans une réalité, et cette réalité, c'est celle que nous partageons tous. Et nous avons vraiment le souci de répondre à cette réalité. Je crois que nul n'est censé ignorer aujourd'hui ce qui se passe autour du réchauffement climatique et de la biodiversité. Et nous avons vraiment le souci de nous inscrire dans cette action-là. Oui, alors présent sur cette élection pour évidemment porter les sujets d'écologie, mais pour aussi dire que l'écologie c'est aussi autre chose et souvent malheureusement méconnue. L'écologie en fait politique a une part de projets et de propositions sociales, donc c'est ce qu'on va développer tout à l'heure, j'espère. On a aussi toute une part de projets liés à des problématiques de société et d'actualité, et c'est pour ça qu'on est là en fait sur cette élection-là aussi, parce que l'actualité nous porte à venir, notamment le Covid-19. Alors je vais vous permettre de continuer. Alors justement, quels sont ces projets dont vous parlez ? Alors, le projet en fait de cette législative partielle, le grand projet que nous portons, c'est un projet d'abord social pour répondre en fait à l'urgence que nous avons et que nous vivons actuellement avec cette crise Covid. C'est l'idée d'un revenu de base pour les moins de 26 ans pour faire face à l'urgence et répondre en fait à la paupérisation. C'est-à-dire que les gens sont en train de devenir de plus en plus pauvres et avec cette crise, le fait d'avoir des difficultés
augmente encore et les inégalités se creusent. Il faut que nous puissions répondre à ces inégalités-là de façon urgente, de façon, immédiate. Hein. Et nous portons donc ce projet-là, ce projet de revenu de base pour les moins de 26 ans, pour pouvoir... Sans être trivial, oui. Ça se situerait autour de quel montant? Alors, aux alentours, nous, on le situe aux alentours de 700 €, hein, entre 5 et 700 €. Ce qui revient un petit peu à ce montant de revenu universel? Alors, c'est un revenu universel, ça s'apparente à un revenu universel, mais le revenu universel, en fait, justement, comme son nom l'indique, universel et un revenu de base pour tout le monde. Sauf que là, nous, on dit qu'il faut peut-être cibler les publics qui sont en grande difficulté, et notamment les jeunes, notamment les étudiants, qui, dans cette crise Covid, déjà étaient en grande difficulté avant la crise Covid, et de plus en plus, là, se retrouvent dans de grandes difficultés. Il faut répondre, en fait, à cette urgence sociale, à cette urgence vis-à-vis des jeunes, notamment étudiants, mais pas seulement, hein, les jeunes qui ont moins de 26 ans. Payette, par rapport à ce que vient de dire Jeanne Mauriac, quels sont les autres projets que vous voulez... Alors, je voudrais juste compléter pour dire, par rapport à ce que dit Charles, le fait, compléter en disant que on a une idée un peu distordue de ce que représente cette jeunesse qui est sans projet et sans formation et sans revenu. On la croit capable de consommer à outrance du fast-food et du streaming, alors qu'en réalité, ce revenu, les expérimentations qui ont été menées montrent bien que ce revenu permettrait à ces jeunes à la fois de se retrouver dans des circuits de formation, à la fois de pouvoir bénéficier de temps d'accompagnement, de co-construction dans leur avenir professionnel, et que la mise en place de ce revenu permettrait aussi de faire baisser tout ce qui est de l'ordre du rapport aux addictions, à la consommation, aux hospitalisations, etc. Donc ça, c'est un versant. Moi, ce que je porterais aussi volontiers avec Charles, c'est tout le volet égalité homme-femme, qui est un volet déterminant dans notre société, dans la mesure où l'on sait très bien que l'égalité n'est pas encore gagnée, loin de là, surtout autour de nous, et qu'il y a encore énormément à faire pour qu'on puisse faire en sorte que hommes et femmes puissent prendre leur part de manière égale dans notre société. Alors que les indicateurs montrent, que ce soit en termes de santé, en termes de rapport au travail, que les inégalités sont encore trop flagrantes et qu'il nous faut véritablement arriver à cet équilibre. Ma question va peut-être vous paraître un peu surprenante, mais dans cette égalité, on voit que on a l'impression qu'il y a une régression au niveau de notre société. On le voit dans des pays, je ne vais pas mettre de termes, où les enfants sont traités comme des objets sexuels, ou des endroits où des hommes de 50 ans se marient avec des gamines de 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on veut aller vers une égalité, mais dans les faits, par exemple, en France, on a supprimé la majorité sexuelle. On a l'impression qu'on recule. Alors, c'est vrai. Ce constat-là, il est vrai. Indéniablement, il est vrai. Autour de nous, malheureusement, on sent bien que les indicateurs sont mauvais et qu'on a beaucoup à faire. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on regarde l'autre côté de la médaille, on se rend compte que nombre de jeunes femmes, de jeunes filles, jeunes femmes ont quelque part pris leur rôle dans la société. Et quand on regarde, par exemple, les réussites dans les études, eh bien, en fait, on n'est pas surpris de voir que les femmes réussissent mieux que les garçons. Les filles réussissent mieux que les garçons. Que quelque part, en termes de rapport à l'emploi, rapport à la formation, eh bien, elles se montrent de plus en plus actives et elles intègrent de plus en plus les cursus qui leur sont proposés. Donc, on se rend compte que c'est vrai, il y a encore énormément de freins, énormément de difficultés, mais il n'en demeure pas moins que ces femmes prennent leur rôle dans la société. Et la question que je vais poser à vous deux, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'émancipation de la femme entraîne quelque chose, c'est la fragilité des couples.
On voit qu'aujourd'hui, le divorce se multiplie, que la femme accepte moins qu'on lui impose, l'homme accepte moins que la femme soit émancipée, ce qui fait qu'il y a donc il y a des cassures. Est-ce qu'il faut passer par ces étapes-là pour une vraie égalité, pour une vraie émancipation de la femme d'abord, l'égalité ensuite ? Oui, bon, c'est nécessaire en fait effectivement d'aller vers l'amélioration de cette situation-là. Effectivement, la femme a saisi les chances la femme réunionnaise notamment a saisi les chances qu'elle a eues et qui se sont présentées à elle pour davantage faire d'études, comme disait Madame Payette. Et il faut absolument qu'on remette le curseur en fait au milieu. Et remettre le curseur pour nous, égalité homme-femme, c'est maintenant. Se dire, regardons vers l'homme réunionnais, parce que lui aussi, il a une place à prendre ou à reprendre, je ne sais pas, dans cette société-là. Et il faut remettre le curseur en fait vers l'homme réunionnais pour qu'il puisse lui aussi saisir les chances qui se présentent à lui pour remettre un petit peu le curseur en fait au milieu pour avoir une réalité, une égalité plus réelle et plus présente et plus visible en fait. Qu'est-ce que vous répondez à la question que je viens de poser ? C'est-à-dire que le fait aujourd'hui que l'émancipation fragilise un petit peu les couples, qu'un homme ou une femme, ou deux femmes ou deux hommes, parfois vivre ensemble, ce n'est pas simple quand une travaille, quand l'autre travaille également, ou quand il y a un déséquilibre au niveau social. Comment est-ce qu'il faut voir ça aujourd'hui ? Alors j'ai l'impression que l'évolution des couples suit une évolution qui est à peu près la même sur le plan mondial, on va dire, à savoir qu'on fait de moins en moins de couples très longtemps et que cette mise en couple souffre parfois de tous les aléas que notre société nous amène aussi, à savoir que on devient une grande instabilité au niveau de ce couple. Et c'est pas pour autant qu'on a moins de bonheur entre les personnes, mais on a une évolution significative de ce qui fait couple aujourd'hui dans notre société. On est dans un changement de société à ce niveau-là. Dans cette société réunionnaise issue de plusieurs continents, que ce soit de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, on voit que les mentalités ne sont pas non plus les mêmes en termes que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. L'acceptation n'est pas au même niveau. Comment concevoir, dans ce que vous voulez dire, dans une société réunionnaise où on sait, vous le savez sans doute un peu mieux que nous, que les mentalités ne sont pas les mêmes ? Alors moi, la réponse que je ferais, c'est la réponse par rapport aux valeurs. Je pense qu'on a en fait un problème en fait à la Réunion, c'est qu'au niveau des valeurs, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. On est rentré en fait, on est allé trop loin en fait dans la société de consommation notamment, dans la société de l'immédiateté, dans la société du paraître. Et là en fait réside une partie du problème à mon avis. Et redonner en fait plus de valeur dans cette société est à mon avis essentiel pour justement rétablir ce curseur comme je disais. Et une des valeurs qu'on a vues là qui était mise à mal, en fait, c'est l'autonomie en fait de la Réunion par rapport à l'extérieur et retrouver une certaine fierté d'être réunionnais, mais pas parce qu'on consomme et parce qu'on fait comme tout le monde dans la société de consommation, mais parce qu'on a un développement réunionnais propre et qui est durable et qui est à direction en fait des Réunionnais d'abord. À quoi je pense ? Je pense à l'autonomie alimentaire notamment. Une façon de redonner en fait cette fierté et replacer le Réunionnais dans tout ce qu'il a comme fierté, à mon avis, c'est de revenir vers une Réunion beaucoup plus autonome sur le plan alimentaire, avec une agriculture qui nourrit en fait la Réunion, une agriculture où l'agriculteur réunionnais est considéré différemment que ce que c'est à l'heure actuelle, avec des sociétés, des exploitations agricoles qui sont énormes, qui produisent des choses qui ne nourrissent pas en fait les Réunionnais, et donc revenir en fait à une agriculture paysanne avec des valeurs que nous avons connues, qui nous ont été transmises par nos grands-parents, ça va redonner en fait de la valeur et des valeurs aux Réunionnais et ça va aider en fait à faire en sorte que nous revenions vers des valeurs qui ont été perdues effectivement et qui fait que notre société est un peu bancale. Un peu bancale. Je pense que Charles a tout à fait raison. On est dans une vraie crise de la transmission
C'est-à-dire que aujourd'hui, on pense que transmettre, c'est transmettre des biens, des voitures, transmettre de l'argent, alors qu'en réalité, transmettre, c'est transmettre du savoir, c'est transmettre du savoir-être, du savoir-faire, et transmettre vraiment toutes ces valeurs dont on vient de parler. Dans cette transmission-là dont vous parlez, comment, à travers les projets que vous voulez porter, comment vous voulez faire évoluer justement cette société réunionnaise? Alors sur le plan de l'agriculture, je pense que planter pour manger, c'est un slogan qui est en train de bien prendre en fait actuellement à La Réunion, et c'est un slogan qui est fort et qu'il faut absolument que nous voulons nous porter et mettre dans notre programme. Planter pour manger, c'est quoi? C'est dire qu'il faut que La Réunion arrive à nourrir les Réunionnais. Et nous, ce qu'on a comme point dans nos programmes, alors c'est pas spécifique à cette élection-là, mais ce qu'on porte nous dans notre programme, c'est par exemple diminuer la part de canne à sucre pour aller vers une culture de riz, par exemple, ou d'aliments qu'on consomme plus facilement et de façon plus habituelle en fait ici à La Réunion. Et alors j'écoutais en fait, alors c'est pas que mon idée, hein. Moi j'ai écouté des gens notamment de la Chambre d'agriculture qui parlaient du sujet il y a pas longtemps, et ils disaient que pour nourrir La Réunion, par exemple ce qu'on consomme en riz, il faudrait à peu près 5000 hectares pour pouvoir produire à peu près ce que consomme La Réunion en riz. Bon, on va pas faire ça du jour au lendemain, il faut y aller progressivement. 5000 hectares, c'est sur 24 000 hectares de canne à sucre à l'heure actuelle, c'est beaucoup, mais en même temps c'est peu. Et si on a une volonté politique en fait de passer vers cette transition, d'aller vers cette transition et de dire, on diminue la part en canne pour progressivement planter du riz, mais pas seulement. Alors, on parlait de transmission, patates, fruits à pain, manioc, tout ça qu'on a mangé et qu'on a un peu oublié. Ça remettrait en fait du sens, ça remettrait de la valeur, ça redonnerait en fait une fierté réunionnaise, en fait, d'identité, et pour le coup là sur le bon sens du terme, hein, de l'identité réunionnaise, et ça permettrait en fait justement de voir différemment demain, pour se préparer en fait ce qui va se passer, parce que demain qu'est-ce qui va se passer? À nouveau peut-être nous aurons une crise sanitaire qui va à nouveau venir, une crise sociale qui de façon certaine va frapper durement les îles comme La Réunion, et il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit mieux préparé, plus autonome, notamment sur le plan alimentaire, pour nourrir les Réunionnais demain. Alors, ça va être ma dernière question, parce qu'après on arrive presque à la fin de cet échange, il nous reste 2 minutes. La question c'est, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux gens que vous rencontrez? Quel est votre discours? Quelle est votre démarche pour les convaincre à venir vous soutenir? Je laisse la parole d'abord à Charles, peut-être. Alors, ce que je leur dis, moi, c'est que nous avons un projet qui est original. Nous avons un projet qui est à la fois écologique, parce qu'on pense aux réserves naturelles de La Réunion, on pense au lagon de La Réunion. On n'a pas eu l'occasion de parler, mais la catastrophe qu'il vient d'avoir en fait à Maurice a montré l'impréparation des îles et le manque de coordination des îles de l'océan Indien. Et ce que nous disons, nous, c'est que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il faut absolument remettre de l'ordre en fait là-dedans. Et la France qui est présente dans l'océan Indien à travers La Réunion, doit prendre sa part et toute sa part, notamment donc dans la protection des océans qui, à l'heure actuelle, la France n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire et n'est pas à la hauteur de la nation qu'elle est, en fait. D'accord ? Donc, première chose. Ce que nous disons aussi, c'est que... j'ai perdu le fil, du coup, Geneviève, aide-moi. Je pense que derrière tout cela, ce que nous voulons dire aussi, c'est que les Réunionnais sont imprégnés d'un modèle qui sort dehors. Un modèle qui n'est pas le nôtre. Et nous voulons faire comprendre aux Réunionnais que l'écologie, ce n'est pas de ce modèle-là, il est vraiment ancré dans notre façon d'être et de vivre dans notre île, et que nous avons tout intérêt à le remettre en valeur, parce que c'est grâce à ce modèle que nous pourrons véritablement vivre dans notre espace naturel, vivre avec notre histoire et avec nos savoirs. Charles, est-ce que tu as retrouvé ce que tu souhaitais dire? De toute façon, je vais devoir vous interrompre. Alors, juste dire que voilà, il y a 1 minute, vous avez 1 minute face à la caméra pour vous adresser à vos électeurs.
Alors, moi, je dirais à mes électeurs, aux électeurs, les électeurs ne nous appartiennent pas, hein, que, voilà, moi j'ai un engagement politique, un engagement sincère, un engagement écologique depuis longtemps sur le territoire de la côte ouest, la Possession, Saint-Paul, le port, et que je suis là, moi, pour porter une proximité et porter la parole des citoyens de cette micro-région. Je discute depuis plusieurs mois maintenant avec les associations de quartier, avec les associations environnementales. Et je sais que ce que nous proposons, nous, en termes de projet, correspond à un meilleur développement, correspond à ce que la Réunion a besoin demain, comme je parlais tout à l'heure d'autonomie alimentaire, comme je disais d'égalité homme-femme, pour enfin mettre la Réunion sur des rails d'un développement qui respecte l'humain, qui respecte aussi l'environnement, parce que c'est essentiel, puisque un environnement sans être humain, eh ben c'est juste pas concevable. Et nous avons ici un environnement qui est absolument magnifique et à défendre. Donc, dans cet environnement-là, nous devons prendre toute notre part et notre part entière pour protéger donc cet environnement, mais aussi faire en sorte que l'homme réunionnais de demain et la femme réunionnaise de demain soient mieux dans leur peau, soient plus fiers de ce qu'ils ont à proposer, moins de consommation, plus de proximité, moins de paraître et plus de vérité et de valeur. C'est ce que j'ai envie de porter avec les Réunionnais. Évidemment, un projet ambitieux, mais un projet pas pour l'immédiateté, mais pour un projet pour la Réunion demain. Merci, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Merci donc à Julia Payette, donc suppléante. Merci à Charles Moyac, candidat donc à cette élection législative partielle dans la 2e circonscription. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Lallaine, merci à François pour leur patience et leur travail professionnel. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.